Il n'y a pas à aborder des questions de responsabilité de ce type. Posons simplement. La France s'est réveillée avec une nouvelle qui a traversé tout le pays comme un frisson. Lionel Jospin est mort, à 88 ans. Les hommages ont été immédiats, les mots presque unanimes. Un homme intègre, un responsable politique sans scandale, une figure morale de la gauche française. Mais derrière ces éloges, il y a une image que la France n'a jamais vraiment effacée. Une nuit. Une seule nuit où tout s'est effondré. Avril 2002. À ce moment-là, Lionel Jospin n'est pas un homme ordinaire. Il est le Premier ministre en fonction, un homme au sommet de l'État, un homme que beaucoup imaginent déjà président. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Et pourtant, quelques heures plus tard, son nom disparaît, éliminé, dès le premier tour, battu, non pas par son rival direct, mais par Jean-Marie Le Pen. Un choc, un séisme politique, une nuit irréelle. Et puis, le silence. Face aux caméras, sans détour, sans défense, sans colère, il prononce quelques phrases, courtes, froides, définitives. Il prend toute la responsabilité et annonce son retrait immédiat de la vie politique. Pas de retour, pas de revanche, pas d'explication. En quelques minutes, Lionel Jospin disparaît. Comment un homme considéré comme l'un des plus solides de la politique française a-t-il pu tomber aussi brutalement? Qu'est-ce qui s'est réellement joué cette nuit-là? Et surtout, comment un homme sans scandale, sans corruption, a-t-il pu tout perdre en quelques heures? Avant cette nuit de 2002, avant le choc, avant la chute, avant le silence, Lionel Jospin incarnait tout autre chose. Il n'était pas un tribun flamboyant. Il ne séduisait pas les foules par des slogans faciles. Il n'avait ni le charisme instinctif d'un Chirac, ni la brutalité d'un Sarkozy. Non, sa force était ailleurs, dans la rigueur, dans la constance, dans une forme presque austère de dignité. Né en 1937 dans Meudon, dans un milieu intellectuel, Lionel Jospin grandit loin du tumulte politique spectaculaire. Son parcours n'a rien d'un conte dramatique. Pas de scandale familial, pas de rupture fracassante, pas de destin brisé à reconstruire. Seulement une trajectoire droite. Trop droite, diront certains. Élève brillant, il intègre les institutions les plus prestigieuses, l'École nationale d'administration, le passage obligé des élites françaises. Mais contrairement à beaucoup, il ne cherche pas à briller. Il avance, méthodiquement, sans bruit. Très tôt, il choisit son camp, la gauche. Pas une gauche spectaculaire, pas une gauche révolutionnaire affichée, mais une gauche de conviction, une gauche sérieuse. Dans les années 1980, il devient l'un des hommes de confiance de François Mitterrand. Premier secrétaire du Parti socialiste, un poste stratégique, un poste exposé, un poste où beaucoup chutent. Mais lui tient, sans éclat, sans scandale, sans erreur visible. Pendant que d'autres s'usent dans les luttes internes, Jospin reste stable, calme, presque invisible, et pourtant indispensable. C'est ce paradoxe qui commence à se dessiner. Un homme discret, mais au cœur du pouvoir. Un homme sans excès, mais entouré de tensions. Un homme respecté, mais rarement aimé. Dans un monde politique dominé par les personnalités fortes, les phrases chocs, les stratégies agressives, Jospin apparaît comme une anomalie. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à gouverner. Et peut-être que c'est déjà là que tout commence à se jouer. Car en politique, être respecté ne suffit pas toujours. Il faut exister dans l'émotion, marquer les esprits, créer un lien. Et Lionel Jospin ne le fait pas, ou pas assez. Quand il parle, il est précis. Quand il agit,
Il est cohérent. Mais quand il se montre, il reste distant. Froid, diront certains, trop rationnel, diront d'autres, comme s'il refusait de jouer le jeu, comme s'il croyait encore que la politique pouvait être un espace de raison. Pas de spectacle, pas de mise en scène, seulement des idées, seulement des décisions, seulement des principes. Et pourtant, cette posture qui fait sa force va aussi lentement devenir sa faiblesse. Mais à ce moment-là, personne ne le voit vraiment, car Lionel Jospin est en train de monter, lentement, sûrement, vers le sommet. Il y a des vérités qui n'explosent pas immédiatement. Elles ne font pas de bruit. Elles ne détruisent pas tout d'un coup. Elles s'installent lentement, dans les marges, dans les doutes, dans ce que l'on commence à regarder autrement. Pendant des années, Lionel Jospin a construit une image presque irréprochable, un homme droit, transparent, sans zone d'ombre. Mais derrière cette apparente clarté, il y avait un silence long, maîtrisé, volontaire. Car avant d'être cet homme de gouvernement, avant d'être Premier ministre, avant même d'être une figure visible de la gauche, Lionel Jospin avait un autre visage, un engagement, plus radical, plus discret, presque clandestin. Dans les années 1960 et 1970, il rejoint une organisation dont très peu de Français connaissent alors l'existence, l'Organisation communiste internationaliste. Un mouvement trotskiste, une structure fermée, rigoureuse, fonctionnant dans une forme de secret. On n'y entre pas par hasard, on y adhère par conviction, par idéologie, par volonté de rupture. À cette époque, ce type d'engagement n'est pas anodin, ce n'est pas simplement être à gauche, c'est se positionner dans une vision radicale du monde, une lecture critique du pouvoir, du capitalisme, des institutions. Et pourtant, pendant toutes les années qui suivent, Lionel Jospin ne parlera jamais publiquement de cet engagement. Jamais. Ni dans ses discours, ni dans ses interviews, ni dans ses déclarations politiques. Le silence est total, comme si cette partie de son passé n'existait pas ou ne devait pas exister. Et au fil du temps, son image évolue. Il devient un homme d'État, un socialiste modéré, un responsable crédible, un homme rassurant. Rien, absolument rien dans son discours public ne laisse apparaître cette ancienne proximité avec une organisation révolutionnaire. Et c'est précisément cela qui va poser problème. Car en politique, ce n'est pas seulement ce que l'on fait qui compte, c'est aussi ce que l'on cache. Et un jour, ce silence se fissure. Des journalistes commencent à poser des questions, des recherches sont menées, des témoignages apparaissent, des noms, des traces, des liens. Progressivement, l'information circule, d'abord discrètement, puis de plus en plus ouvertement. Lionel Jospin a bien été membre de cette organisation, pendant des années, et il ne l'a jamais dit. Le choc n'est pas immédiat, il n'y a pas d'explosion, pas de scandale spectaculaire, mais quelque chose change, subtilement, dans le regard, dans la perception, car la question n'est pas tant d'avoir été trotskiste, la France a connu bien d'autres engagements politiques. La vraie question est ailleurs. Pourquoi ne l'avoir jamais dit? Pourquoi avoir laissé construire une image incomplète? Pourquoi ce silence? Et surtout, que signifie ce silence chez un homme qui incarne la rigueur et la transparence? Ce doute ne détruit pas son image, pas encore, mais il l'altère, légèrement, comme une fissure dans une surface lisse, presque invisible, mais bien réelle. Et une fois qu'elle apparaît, il devient impossible de ne plus la voir. Quand l'information devient impossible à ignorer, Lionel Jospin finit par répondre. Pas dans un moment de panique, pas dans un scandale explosif, mais dans une forme de reconnaissance contrôlée. Oui, il confirme. Oui, il a bien appartenu à cette organisation trotskiste. Oui, cet engagement a existé. Oui, il a duré plusieurs années. Mais immédiatement, il encadre, il nuance, il contextualise. Il explique qu'il s'agissait d'une période de jeunesse, d'un engagement intellectuel, d'une étape. Rien de plus. Pas de double vie, pas de manipulation, pas de stratégie cachée. Du moins selon lui. Et pour beaucoup, cela suffit. Car après tout, la France n'est pas étrangère au parcours politique complexe. Nombreux sont ceux qui ont évolué, changé, abandonné certaines convictions pour en adopter d'autres. Mais ici, le problème n'est pas l'évolution,
c'est le silence. Pendant des décennies, cet élément de son passé n'est jamais été évoqué, jamais intégré à son récit, jamais assumé publiquement. Et cela pose une question simple, mais dérangeante. Un homme qui construit toute sa légitimité sur la transparence et la rigueur, peut-il se permettre d'omettre une partie aussi significative de son histoire? La réponse n'est pas évidente, et c'est précisément cela qui rend la situation troublante. Car Lionel Jospin ne correspond pas au profil classique du politicien manipulateur. Il ne ment pas ouvertement, il ne détourne pas, il ne provoque pas. Il choisit ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas. Une sélection, une construction, comme si son image publique avait été soigneusement épurée, non pas fausse, mais incomplète. Et cette nuance change tout, car elle introduit une forme de tension invisible, un décalage entre l'homme réel et l'homme perçu. Et ce décalage, même s'il reste discret, même s'il n'explose pas en scandale, fragilise quelque chose, la confiance absolue. Pas suffisamment pour provoquer une chute immédiate, mais assez pour créer un doute. Et en politique, le doute est lent. Il ne détruit pas en un jour, il s'installe, il s'accumule, il se dépose dans l'esprit des électeurs. Sans bruit, sans rupture, mais avec une constance implacable. Ce n'est plus un homme parfaitement transparent, ce n'est plus une figure totalement lisible. C'est un homme avec une zone grise, une seule, mais suffisante pour changer le regard. Et pendant ce temps, Lionel Jospin continue. Il gouverne, il réforme, il avance, comme si rien n'avait changé, comme si cet épisode n'était qu'une secondaire. Et peut-être que politiquement, il a raison, car rien ne s'effondre, aucune crise majeure, aucun scandale immédiat. Tout tient encore. Mais en profondeur, quelque chose s'est déplacé, imperceptiblement. Et surtout, irrémédiablement. Car une fois que le doute existe, il ne disparaît jamais totalement. Il attend, il reste là, prêt à ressurgir au moment le plus fragile. Et ce moment approche, sans bruit, sans avertissement, sans que personne ne mesure encore ce qui est en train de se préparer. Ce type de doute ne fait pas tomber un homme immédiatement, il ne provoque pas de scandale, il ne déclenche pas de crise. Il agit autrement, plus lentement, plus profondément, comme une tension invisible qui modifie peu à peu la relation entre un homme et ceux qui le regardent. Car Lionel Jospin continue d'apparaître comme un homme sérieux, compétent, responsable, mais il n'est plus totalement lisible. Il y a désormais une distance. Pas une opposition frontale, pas un rejet massif, mais une forme de réserve, un léger retrait, comme si quelque chose, sans être clairement formulé, empêchait l'adhésion complète. Et dans une élection présidentielle, cette nuance est décisive. Car on ne choisit pas seulement un programme, on choisit un visage, une présence, une confiance, une impression. Et Lionel Jospin, malgré son expérience, malgré son bilan, malgré sa solidité, ne provoque pas cet élan. Il rassure, mais il ne mobilise pas. Il convainc, mais il ne mobilise pas. Et dans l'ombre de cette perception, d'autres figures émergent, plus bruyantes, plus directes, plus émotionnelles. Elles parlent autrement, elles frappent plus fort, elles captent quelque chose que lui ne capte pas. La colère, la peur, le rejet. Tout ce qui ne se mesure pas dans les chiffres ou les réformes, tout ce qui ne s'explique pas par des raisonnements. Pendant que Lionel Jospin reste fidèle à une politique de logique et de cohérence, le paysage autour de lui change. Il se fracture, il se radicalise. Et lui reste stable, trop stable. Comme si cette constance qui faisait sa force l'empêchait aussi de s'adapter. Et c'est là que le lien devient possible. Pas une preuve, pas une certitude, mais une hypothèse, une lecture. Et si ce secret, ce silence maintenu pendant des années avait contribué à cette distance, non pas comme un scandale, mais comme un signal discret que quelque chose dans la construction de son image n'était pas entièrement aligné. Et si, inconsciemment, cela avait participé à cette difficulté à créer un lien profond. Rien ne le prouve, mais en politique, tout ne repose pas sur des preuves. Parfois, ce sont les impressions qui décident. Des impressions diffuses, des perceptions floues qui, mises bout à bout, forment d'une réalité. Et à l'approche de 2002, cette réalité est déjà là. Invisible, mais présente. Un homme respecté, mais fragile. Un leader expérimenté, mais isolé. Un candidat solide,
mais sans élan. Et surtout, un candidat qui ne voit peut-être pas qu'à quel point le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Car rien extérieurement ne semble annoncer une catastrophe. Pas de crise majeure, pas d'effondrement économique, pas de scandale. Tout est normal. Et c'est précisément cela qui rend la suite encore plus brutale. Car quand tout semble stable, la chute, elle, ne prévient jamais. À ce stade, rien ne semble réellement menacer Lionel Jospin. Il est en fonction, il gouverne, il décide. Il incarne une forme de stabilité dans un paysage politique souvent instable. Et pourtant, c'est précisément au sommet que les fissures deviennent visibles. Pas immédiatement, pas brutalement, mais dans les détails, dans les tensions quotidiennes, dans les regards, dans les silences. Car gouverner dans une situation de cohabitation n'est jamais un exercice neutre. D'un côté, Jacques Chirac, président de la République, habitué des rapports de force, maître des équilibres politiques, capable de capter l'opinion, de jouer avec les émotions, de parler au pays. De l'autre, Lionel Jospin, Premier ministre, plus rigoureux, plus analytique, moins instinctif. Deux styles qui ne se complètent pas, ils s'opposent. Pas frontalement, pas ouvertement, mais constamment. Chaque décision devient un terrain de négociation. Chaque prise de parole un message implicite, chaque silence une stratégie. La cohabitation fonctionne, mais elle use, elle fatigue, elle impose une tension permanente. Et dans ce jeu, Jospin ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à dominer, il cherche à tenir, à maintenir l'équilibre, à gouverner. Mais pendant qu'il se concentre sur la gestion, Chirac occupe l'espace. Il incarne, il parle, il existe. Et peu à peu, une perception s'installe. Chirac est visible, Jospin est efficace. Mais en politique, la visibilité pèse plus lourd que l'efficacité. Cette asymétrie ne provoque pas de rupture immédiate, mais elle crée un déséquilibre, un glissement dans l'opinion, dans la mémoire collective. Et ce glissement, Jospin semble ne pas le corriger. Peut-être ne le voit-il pas, peut-être refuse-t-il d'y céder, car son rapport au pouvoir reste profondément différent. Pour lui, gouverner n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas séduire, ce n'est pas convaincre par l'image, c'est décider, c'est agir, c'est être responsable. Mais cette vision a un coût. Elle le prive d'un outil essentiel, l'émotion. Pendant que ses adversaires parlent au cœur, il parle à la raison. Pendant que d'autres simplifient, il nuance. Pendant que certains promettent, il explique. Et dans un contexte politique où tout s'accélère, cela devient un handicap. Car les électeurs n'écoutent pas toujours ce qui est le plus juste, ils réagissent à ce qui est le plus fort. Et Lionel Jospin n'est pas un homme fort au sens médiatique. Il est solide, mais pas percutant. Et cette différence, subtile en apparence, va devenir décisive. Mais à ce moment-là, tout semble encore sous contrôle. Le gouvernement tient, les réformes avancent, les indicateurs sont bons, rien n'annonce une chute, rien ne signale une rupture. Et pourtant, dans l'ombre de cette stabilité, les lignes continuent de bouger, silencieusement. Ce ne sont pas les crises visibles qui fragilisent en premier, ce sont les glissements, les changements imperceptibles dans la manière dont un homme est regardé, écouté, puis progressivement ignoré. À la fin du mandat de Lionel Jospin, quelque chose se produit. Pas dans les institutions, pas dans les décisions, mais dans l'air, dans le climat, dans cette zone floue où se forme l'opinion. Les médias, sans jamais rompre totalement, changent de ton. Moins d'enthousiasme, moins de curiosité, plus de distance. Les analyses deviennent plus froides, plus critiques. On ne célèbre plus ses réformes, on les dissèque. On ne souligne plus sa cohérence, on questionne ses contradictions. Et surtout, on commence à s'interroger sur sa capacité à incarner. Car une élection présidentielle n'est pas une évaluation technique, c'est une projection, un choix d'avenir. Et dans cette projection, Lionel Jospin apparaît limité. Solide, oui, mais inspirant? La question reste suspendue, et elle revient, encore et encore, dans les débats, dans les éditoriaux, dans les conversations.
Peut-il rassembler au-delà de son camp? Peut-il créer un mouvement? Peut-il susciter autre chose que du respect? Pendant ce temps, la société française évolue. Les inquiétudes montent, les frustrations s'accumulent. Insécurité, chômage latent, sentiment de déclassement. Des thèmes complexes, chargés émotionnellement. Et face à cela, la réponse de Jospin reste fidèle à lui-même, rationnelle, mesurée, argumentée, mais déconnectée du ressenti. Et dans cet espace, d'autres voix s'installent, plus dures, plus simples, plus directes. Elles ne cherchent pas à expliquer, elles affirment. Elles ne nuancent pas, elles tranchent. Et surtout, elles captent une colère que Jospin ne nomme pas. Jean-Marie Le Pen en fait partie. À ce moment-là, il n'est pas encore perçu comme une menace centrale, plutôt comme une présence constante, un bruit de fond, mais un bruit qui grandit et que beaucoup sous-estiment, inclusive peut-être Lionel Jospin lui-même. Car dans son schéma rationnel, le second tour est déjà écrit. Lui contre Chirac, une confrontation classique, prévisible, logique. Tout semble en place, tout semble stable. Et c'est précisément là que le danger se construit, dans la certitude, dans l'absence d'alerte, dans cette impression que rien d'imprévisible ne peut réellement se produire. Mais en dessous, les dynamiques s'accélèrent, les électorats se fragmentent, les voix se dispersent, les équilibres se fragilisent, et personne, ou presque, ne mesure encore l'ampleur de ce qui est en train de se former. Car il n'y a pas de signal clair, pas d'effondrement visible, seulement une accumulation de doutes, de distances, de tensions diffuses. Et dans ce type de configuration, il ne faut pas grand-chose, pas une crise majeure, pas un scandale, juste un moment, un instant précis où tout bascule. Et ce moment est déjà là, il approche, silencieux, inévitable. Il y a des moments où l'histoire ne prévient pas. Pas de signe clair, pas d'alerte visible, pas de rupture annoncée. Seulement une soirée, une élection, un rituel démocratique que tout le monde croit connaître. 21 avril 2002. La France vote, comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera encore. Les bureaux ferment, les premières estimations arrivent. Dans les états-majors politiques, l'atmosphère est tendue, mais maîtrisée. Chez Lionel Jospin, personne n'imagine une catastrophe. On attend une qualification, un second tour face à Jacques Chirac. C'est écrit, c'est logique, c'est presque une formalité. Les discussions tournent autour de l'après. Comment battre Chirac? Comment convaincre davantage? Comment élargir? Pas une seule fois, ou presque, la question de l'élimination n'est sérieusement envisagée. Et puis, les chiffres commencent à tomber. D'abord fragmentés, imprécis, flous. Mais déjà, quelque chose ne colle pas. Les pourcentages sont plus bas que prévu, les écarts inhabituels. Un malaise, silencieux. Dans certaines salles, on rafraîchit les écrans, on vérifie, on recalcule. Mais les tendances se confirment. Et avec elles, une réalité que personne n'ose encore formuler. Jean-Marie Le Pen progresse. Plus que prévu, beaucoup plus. Et Lionel Jospin reste en dessous. À ce moment précis, le temps semble ralentir. Les conversations se coupent, les regards se figent. On ne parle plus de victoire, on ne parle même plus de second tour. On attend, on espère une erreur, une correction, un retournement. Mais rien ne vient. 20 heures, les résultats officiels tombent. Jacques Chirac est en tête. Jean-Marie Le Pen est deuxième. Lionel Jospin est éliminé. Dès le premier tour. Un instant, puis le vide. Un silence presque irréel, comme si le pays tout entier avait cessé de respirer. Ce n'est pas une défaite classique, ce n'est pas un duel perdu, c'est une sortie brutale, inattendue, incompréhensible. Dans les rues, dans les salons, devant les télévisions, la réaction est la même, incrédulité. Comment est-ce possible ? Comment un Premier ministre en fonction, un candidat expérimenté, un favori, peut-il disparaître ainsi? Et surtout, comment Jean-Marie Le Pen peut-il accéder au second tour? Le choc dépasse Jospin. Il touche toute la France. Il bouscule les repères. Il fracture les certitudes. Mais pendant que le pays découvre la nouvelle, un homme, lui, doit l'accepter immédiatement. Lionel Jospin. Dans les minutes qui suivent, il comprend.
Il n'y aura pas de second tour, pas de rattrapage, pas de recours. C'est fini. Pas dans une semaine, pas après une bataille. Maintenant. Et dans cet instant suspendu, tout se joue. À partir de cet instant, tout s'accélère. Les chaînes d'information basculent en édition spéciale, les visages des journalistes changent, les mots deviennent plus lourds. Séisme politique, choc historique, situation inédite. Dans les rues, les réactions se propagent comme une onde. Certains restent figés, d'autres parlent plus fort, d'autres encore refusent d'y croire. Ce n'est pas seulement une élection, c'est une rupture, une faille brutale dans la perception qu'avait la France d'elle-même. Car ce soir-là, ce n'est pas uniquement Lionel Jospin qui tombe, c'est une certitude collective. L'idée que certaines limites ne pouvaient pas être franchies. Et pourtant, elles viennent de l'être. Jean-Marie Le Pen est au second tour, et Lionel Jospin n'y est pas. Mais pendant que le pays entre en état de choc, une autre scène se prépare, plus silencieuse, plus intime. Une salle, des caméras, un homme. Lionel Jospin s'avance, pas de précipitation, pas de gestes inutiles. Son visage est fermé, pas de colère visible, pas de panique, juste une forme de lucidité, presque froide. Il sait, il comprend, et surtout, il accepte. Les mots qu'il va prononcer ne sont pas improvisés, ils sont courts, pesés, définitifs. Il reconnaît la défaite, sans détour, sans chercher d'excuses extérieures. Puis, il va plus loin, beaucoup plus loin. Il annonce son retrait immédiat de la vie politique. Pas une pause, pas une réflexion, un départ, net, total, irréversible. Dans la salle, un silence particulier s'installe. Pas celui de la surprise, celui de la compréhension. Quelque chose de rare vient de se produire. Un homme de pouvoir renonce, sans négociation, sans résistance, sans seconde chance. Et cette décision déroute, car elle ne correspond à aucun schéma habituel. En politique, on se bat, on revient, on tente encore, mais lui s'arrête. Comme si cette nuit ne laissait aucune autre possibilité. Comme si pour lui, la défaite n'était pas seulement électorale, mais morale. Comme si continuer aurait été une forme de contradiction. Alors, il choisit la cohérence, jusqu'au bout. Mais ce choix a un prix. Car en quittant la scène aussi brutalement, Lionel Jospin laisse derrière lui plus de questions que de réponses. Pourquoi une telle chute? Pourquoi une telle décision? Pourquoi maintenant? Et surtout, aurait-il pu faire autrement? Aurait-il pu rester, revenir, se reconstruire? Personne ne le saura jamais. Car cette nuit-là, tout s'est arrêté. Pas progressivement, pas lentement, en quelques heures. Un parcours de plusieurs décennies réduit à un moment, une élection, un résultat, une déclaration. Puis, le vide. Et dans ce vide, une image reste, celle d'un homme debout face à sa défaite, qui choisit de disparaître plutôt que de se renier. Une image forte, mais aussi une image troublante, car elle marque la fin, mais elle ne donne pas toutes les clés. Et peut-être que c'est précisément pour cela que cette nuit continue de hanter la mémoire politique française. Après cette nuit, il n'y a pas de transition, pas de période d'attente, pas de tentative de retour. Lionel Jospin disparaît. Vraiment. Il ne commente plus l'actualité, il ne cherche pas à influencer, il ne réapparaît pas dans les luttes politiques. Comme s'il avait tenu parole, jusqu'au bout. Dans un monde où les défaites sont souvent suivies de reconquêtes, où les carrières politiques connaissent des retours inattendus, son silence tranche. Il devient qu'une absence. Une figure qui a existé et qui, soudain, n'est plus là. Les années passent. La vie politique continue sans lui. De nouveaux visages apparaissent, de nouveaux conflits émergent. Et pourtant, son nom revient parfois, dans les analyses, dans les comparaisons, comme une référence, un point fixe. Certains parlent de lui comme d'un homme intègre, d'autres comme d'un homme trop rigide. Mais tous reconnaissent une chose, il n'est jamais revenu. Et dans ce refus de revenir, il y a quelque chose de rare, une cohérence, ou peut-être une forme de rupture définitive. Car vivre après une chute aussi brutale n'est pas disparaître, c'est exister autrement, loin du pouvoir, loin de la scène. Avec toujours cette question suspendue. Était-ce un choix ou une nécessité ?
Car en quittant tout, Lionel Jospin n'a pas seulement mis fin à une carrière, il a figé son image, à jamais associé à une nuit où tout s'est arrêté. Mars 2026. La nouvelle tombe. Lionel Jospin est mort. À 88 ans. Très vite, les réactions affluent. Des responsables politiques, de droite comme de gauche, saluent un homme rare, un homme intègre, un homme d'État, un homme sans scandale. Dans un paysage politique souvent marqué par les affaires, les ambiguïtés, les contradictions, son nom revient comme une exception, presque une anomalie. Les hommages insistent sur sa rigueur, sur son sérieux, sur son refus du compromis facile. Et pendant un instant, l'image semble claire, celle d'un homme droit, cohérent, respecté. Mais très vite, une autre image réapparaît, inévitable. Avril 2002, cette nuit, ce moment, comme une ombre qui ne disparaît jamais complètement. Car malgré les années, malgré le silence, malgré la distance, c'est là que tout revient. Pas comme un scandale, pas comme une faute, mais comme une énigme. Comment un homme aussi solide, aussi expérimenté, aussi respecté, as-tu pu tomber ainsi? Et surtout, pourquoi cette chute a-t-elle été définitive? Avec le recul, les réponses restent fragmentaires. On parle de dispersion des voix, de montée des extrêmes, de manque de charisme. On évoque aussi une forme de décalage entre un homme de principe et une époque en mutation. Mais aucune explication ne suffit vraiment, car au fond, ce n'est pas seulement une défaite, c'est une disparition, brutale, totale. Et peut-être que c'est cela qui continue de troubler. Lionel Jospin n'a pas été battu comme les autres, il a été effacé, en quelques heures, sans retour, sans reconstruction, comme si cette nuit avait fermé définitivement toutes les portes. Et aujourd'hui, alors que sa vie s'achève, il reste cette tension, entre admiration et incompréhension, entre respect et interrogation. Car son parcours pose une question qui dépasse sa propre histoire, une question plus large, plus inconfortable. Dans un monde politique où l'image domine, où l'émotion l'emporte souvent sur la raison, que vaut la rigueur? Que vaut la cohérence? Que vaut l'intégrité si elle ne suffit pas à convaincre? Lionel Jospin laisse derrière lui un héritage paradoxal, celui d'un homme qui n'a jamais triché, mais qui n'a pas réussi à gagner, celui d'un homme qui a choisi de partir plutôt que de se transformer. Et peut-être que c'est précisément là que réside son mystère, pas dans ses erreurs, pas dans ses choix, mais dans cette fidélité absolue à lui-même, jusqu'à disparaître.